Alors, comme nous avons déjà dit tout à l'heure, nous allons continuer la deuxième séance du module prévision et planification de la production. Comme d'habitude, je vais commencer par un petit rappel de ce que nous avons vu la séance dernière, et puis on va enchaîner avec, en particulier pour cette séance, les techniques quantitatives de la prévision de la demande. Donc, rapidement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me proposer qu'est-ce qu'on appelle prévision et qu'est-ce qu'on appelle planification? Est-ce que quelqu'un peut proposer une définition pour les deux? Déjà, ce sont deux quoi, prévision et planification, par rapport à la chaîne logistique? Ce sont deux fonctions de la chaîne logistique qui font partie de la logistique. Quelle logistique? D'approvisionnement. Oui, la logistique d'approvisionnement, c'est la logistique amont, aval ou la interne normalement? La logistique Inter. d'approvisionnement. En avant. Justement, en amont plutôt. Donc, la logistique d'approvisionnement, c'est normalement, on appelle logistique d'approvisionnement la logistique amont. Mais réellement, c'est vrai que ce sont deux tâches, si on considère que ce sont deux tâches qui font partie de l'approvisionnement, mais qui font partie, la réponse est correcte, mais juste, c'est pas l'approvisionnement, mais de la logistique interne. Ce sont deux fonctions qui sont en relation directe avec la fonction, avec l'activité de l'entreprise. Donc, prévision et planification, tout d'abord, ce sont deux fonctions de la logistique interne de la gestion des opérations dans une entreprise. La différence entre ces deux fonctions, il y a parfois une confusion entre ces deux, entre les définitions de deux fonctions, et on va situer, je vais vous rappeler la situation par rapport à toute l'activité de l'entreprise, de la production dans une entreprise. La prévision, c'est une anticipation d'un événement futur. C'est une lecture ou une prévision, comme son nom l'indique, c'est une prévision d'une production future en se basant sur, par exemple, des valeurs de l'historique. Donc, le but de la prévision, c'est de déterminer une quantité à produire, une quantité raisonnable, entre guillemets, une quantité adaptée à l'activité de l'entreprise, plutôt à la demande du marché autour de l'entreprise, parce que c'est une variable externe qui ne dépend pas de la capacité de l'entreprise, des ressources internes de l'entreprise. Donc, c'est une anticipation du futur. Et dans ce cas, le passé est considéré comme étant, vous voyez ici, comme étant un réservoir d'informations. Ça peut être des informations quantitatives comme ça peut être des informations qualitatives. Donc, la prévision, c'est le fait de décider une valeur, une quantité à produire. Une fois cette prévision est déterminée, on passe à la planification de ce qu'on a calculé pour prévision. La planification, c'est une confrontation de la valeur que nous avons décidée pour la prévision par rapport à nos ressources. Comment on doit faire pour mettre en place un plan, on peut appeler un plan d'action de production, un PDP généralement. Comment on met en place un PDP pour planifier ce qu'on a calculé dans la fonction, ce qui a été l'output de la fonction prévision en se basant sur nos ressources. Le cours sera divisé en deux parties. La partie sur les techniques de prévision et la deuxième partie, c'est sur une technique de la planification. En particulier, on va voir la technique MRP, MRP2 en particulier. La situation de la fonction prévision dans toute l'activité. Donc, comme les principales étapes de la planification en général. C'est pas la fonction planification, de la planification de la production. Qu'est-ce que nous avons? On a tout d'abord, à gauche ici, les articles que nous allons produire. Chaque article doit avoir une nomenclature, c'est-à-dire éclatement en niveau, si vous voulez, qui m'a fait le dessin technique.
une nomenclature. Bon, il y a quelques différences, il y a des informations supplémentaires qu'il faut ajouter, mais c'est quelque chose analogue à ce que vous faites, ce que vous avez fait déjà en matière de dessin technique. Nous devons avoir des informations sur les postes de charge, que ce soit poste de charge automatique, mécanique, ou les postes de charge euh, assurés par un opérateur, et nous devons avoir des informations sur les gammes de production. Donc, on a des données d'entrée, quelle que soit la fonction qu'on va étudier. Et puis, on passe à la prévision. On calcule un besoin, on estime plutôt, on anticipe un besoin. Nous pouvons avoir des commandes clients. La différence entre prévision et commande de client, c'est que les commandes de clients sont réelles. J'ai déjà reçu des commandes. Alors que les prévisions, c'est une fonction qui n'a pas encore eu lieu. Plutôt, c'est une fonction qui projette le futur. Et j'ai des informations sur le stock. Ces trois informations vont me permettre d'élaborer 3 plans de planification. Ce sont les 4 plutôt, mais on peut considérer que c'est 3. 3 plans de planification. Donc, cette partie-là, c'est la prévision. Et puis, le résultat de la prévision avec d'autres données sur les commandes clients, les stocks, les articles, les nomenclatures, etc., vont me permettre d'élaborer les plans de planification. Allez, j'ai plusieurs plans de planification. C'est par niveau. Un niveau très général. Et on peut appeler ce plan-là un plan global. Les détails de ce plan-là, je vais l'appeler un plan industriel et commercial, généralement appelé PIC. Les détails de ce PIC sera appelé un PDP. Et puis, on doit détailler ce PDP en ce qu'on appelle une analyse ou un calcul MRP. C'est un calcul de besoin en matière première. D'accord? Le global, intermédiaire, détaillé et très détaillé, si vous voulez, ça dépend de la période étudiée. Pour le global, généralement, on considère l'année. Donc, on dit un plan global par année, voire plus. Pour le pic, on dit un plan mensuel, c'est-à-dire cette année-là va être divisée en des mois. Pour le PDP, je peux diviser chaque mois en 4 semaines. Et pour l'MRP, les calculs sont faits parfois même horaires, à part demi-journée. Mais dans le cas général, c'est journalière, des calculs journaliers. Une fois nous avons établi le plan de calcul de besoins nets, on passe à ce qu'on appelle l'ordonnancement des ordres de fabrication. Et l'ordonnancement fera l'objet du module ordonnancement des systèmes manufacturiers que vous aurez fait T4. C'est une continuité de ce que vous allez voir dans ce module. Donc, le résultat de l'MRP sont deux en fait. On dit des ordres de fabrication qui vont faire l'objet d'une étude d'ordonnancement et les ordres d'achat ou d'ordre d'approvisionnement vont être transmis vers le service achat ou le service approvisionnement. Pour cette première partie du cours, on va focaliser sur les prévisions et en particulier les techniques de prévision. Comment on peut choisir une technique de prévision pour avoir une donnée fiable, compatible avec l'activité de mon entreprise. La prévision, la planification et l'ordonnancement est étroitement lié au flux. C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de mener un flux poussé, tiré ou même hybride? Enfin, tiré d'une part et poussé de l'autre part. C'est important de voir la différence. Rapidement, je vous rappelle qu'un flux poussé, c'est-à-dire que c'est le producteur qui décide la quantité à lancer dans la chaîne de production. Et même dans ce cas, j'ai besoin de prévision. Le fait de décider de produire 1000 articles, c'est une prévision, quelle que soit la technique adoptée. Un flux tiré par la demande ou un flux poussé au début de la chaîne et tiré à la fin, comme par exemple les produits agroalimentaires, les produits laitiers par exemple. Je ne peux pas avoir une production du lait en flux tiré parce que je ne peux pas obliger la vache de produire ou pas. Donc, je produis le lait, je le stocke et j'attends la demande de clients en yaourt, en fromage pour tirer le flux selon la demande client.
Ici, vous avez, je me rappelle un peu. Mais pourquoi on a besoin de la prévision? Entre autres, pour être actif, pour anticiper une variation éventuelle et pour avoir un système de décision fiable comme toute autre décision dans la chaîne de production. On souligne l'importance de calcul de prévision et comme je vous ai déjà dit, on dit 3 niveaux de décision par rapport à la prévision. Comme toute autre décision d'ailleurs, on a des décisions stratégiques à long terme, des décisions tactiques à moyen terme et des décisions opérationnelles à court terme. Bien sûr, les données qu'on collecte sont d'autant plus fiables qu'elles sont proches, c'est-à-dire que au niveau opérationnel, j'ai des données plus fiables. Les décisions maintenant qu'on peut prendre en relation avec la précision, dépendamment de l'horizon de décision. Le long terme, je peux décider par exemple une diversification des produits, je peux décider d'investir davantage pour acheter un nouvel équipement ou des nouveaux équipements, etc. Je peux même, comme vous voyez, je peux décider d'avoir un nouveau local. Je peux avoir une nouvelle usine par les techniques d'implantation ou autres. Une fois j'ai décidé stratégiquement ma politique de prévision, on passe aux décisions à court terme qui ne dépassent généralement pas une année et ça peut être par exemple les décisions de sous-traitance, choix des sous-traitants, ça peut être choix des fournisseurs, ça peut être des recrutements si on a besoin de recrutement, des contrats CDD, etc. Et pour le court terme, c'est la gestion quotidienne de stock, c'est comment ordonnancer les ateliers et principalement des ajustements par rapport à une planification établie à court terme. Maintenant, au début de l'année, au mois de janvier, je planifie, voilà, je calcule mes prévisions et pour le court terme, tout au long de l'année, je continue à mettre à jour mon plan de prévision. D'accord? Les caractéristiques de prévision, le principe déjà de prévision, je peux adopter 3 méthodologies. Je peux avoir un modèle de prévision purement mathématique en se basant sur des séries chronologiques historiques, c'est-à-dire des chiffres historiques et j'adopte un modèle mathématique. Je vais vous montrer comment on peut choisir ce modèle, comment évaluer le modèle choisi. On peut adopter des méthodes dites intuitives basée sur l'étude de marché et les avis des experts, elle a combiné les deux méthodes, c'est-à-dire adopter un modèle mathématique et l'adapter intuitivement par rapport à ce qui existe réellement. Les données qu'on doit prendre en considération lorsqu'on va choisir la méthode, c'est principalement les tendances du passé. On va voir un exemple comment on peut estimer ou calculer une tendance, mais dans le cas général, une tendance, c'est comment les demandes évoluent dans une situation normale. Est-ce que ce produit, le produit que je fabrique, voilà, je propose au client, est-ce que il est en croissance de consommation, en consommation constante, en décroissance de consommation, une consommation rythmique bien déterminée? On va voir quelques exemples. Par exemple, la saisonnalité. Il y a des produits qui sont consommés en grande quantité en été. Il y a des produits qui sont consommés en grande quantité au début de l'année, les fournitures scolaires, par exemple, c'est saisonnier. Je peux avoir une consommation causale, c'est-à-dire une consommation qui est causée par un événement bien particulier, etc. On va voir pour chaque situation, pour chaque tendance, quelle est la technique qu'on peut adopter et comment évaluer cette technique choisie. Et on doit toujours prendre en considération les facteurs entrants. Par exemple, lorsque nous avons eu la crise sanitaire, il y a une décroissance de consommation pour certains produits. Une fois le vaccin a été trouvé, la consommation la consommation de ces mêmes produits ou d'autres produits va aussi changer. Donc, on doit adapter. Bon, c'est extrême l'exemple que je vous ai cité, mais quand même, c'est un exemple très pertinent pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire un facteur qui influe sur la consommation.
et analyser bien évidemment les données. C'est quelle que soit la décision, il faut absolument analyser les données. La fonction prévision, c'est une fonction très difficile à mettre en œuvre et qui est une fonction qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de paramétrage pour prendre en considération surtout l'environnement de l'entreprise. Je peux avoir, comme vous voyez devant vous, je peux avoir une apparition de nouveaux produits ou l'inverse, disparition de produits. Et là, je dois décider est-ce que je vais augmenter ma production pour gagner la part de marché ou elle a décidé par rapport au produit puisqu'il y a disparition, donc je n'ai pas intérêt à vendre un produit. Et là, je choisis d'être monopole. C'est une politique à choisir. Ça dépend de l'entreprise, des politiques, des décisions stratégiques et ça dépend du produit lui-même. Les politiques de prix, s'il y a un concurrent qui propose le même produit avec des prix très bas, donc je dois m'adapter. Les promotions des concurrents, le contexte économique et surtout l'apparition de nouvelles technologies qui doivent être prises en considération lorsque j'ai surtout un produit qui est en relation avec qui est en relation directe avec l'apparition de ces technologies. Pourquoi il est très important d'estimer la demande? Parce que un des deux situations. Si j'ai une estimation de la demande qui dépasse la réalité, c'est-à-dire j'ai estimé que les clients vont demander 10 000 articles et réellement c'était 7 000 articles. Dans ce cas, j'aurai de problèmes de sous-charge parce que je vais m'adapter par rapport à ma prévision. J'ai envisagé produire 10 000 articles par an, par exemple, donc je vais préparer les ressources nécessaires pour ça. Et si cette demande que j'ai estimée est réellement inférieure à mon estimation, j'aurai de ressources non utilisées. Donc, j'aurai ce qu'on appelle une sous-utilisation de ressources, que ce soit matérielles ou humaines, et éventuellement des stocks si j'ai stocké des matières premières ou là, je vais stocker les produits finis. Inversement, maintenant, si j'ai sous-estimé la demande, quand réellement la demande elle est à 80 000 articles, et moi, j'ai estimé 50 000 articles. Là, c'est ou bien j'ai un manque à gagner. Il y avait un part de marché que je pouvais gagner ou je l'ai raté. Ou bien, si je veux produire avec le maximum de capacité, j'aurai recours à des heures supplémentaires, à des sous-traitances et ça engendre bien évidemment des coûts supplémentaires. Et on va voir comment on peut estimer ces coûts supplémentaires en cas de sous-estimation de la demande client. Et inversement, au stock excessif pour la surestimation, un risque de pénurie ou de rupture de stock pour la situation de sous-estimation de la demande. Les techniques de prévision maintenant, on dit deux familles de techniques. Et là, je vous rappelle que je suis toujours dans le rappel. On dit deux familles de techniques de prévision. On dit des familles qu'on appelle des familles de prévision ou des techniques de prévision qualitatives et des familles de prévision quantitatives. La différence principale, c'est que la qualitative, elle est subjective et basée sur les jugements et les opinions, et la quantitative, elle est basée sur des données chiffrées de l'historique. On appelle ces données chiffrées dans le passé des séries chronologiques. Pour les méthodes quantitatives, je vais rapidement vous citer 4 méthodes, vous voyez devant vous, et le reste du volume horaire pour la prévision va être consacré pour les techniques quantitatives de prévision basées sur les séries chronologiques. Et pour cette séance, nous allons commencer a priori les 4 premières techniques de prévision. On va voir, ça va dépendre de l'état d'avancement du cours. Donc, pour les séries qualitatives. Donc, on va commencer par la première famille pour les séries. Pour les techniques qualitatives, on va commencer par les techniques qualitatives basées sur les jugements et les opinions. Ce sont des méthodes, comme je vous ai dit, subjectives. Pourquoi on peut avoir recours à des méthodes subjectives qualitatives de prévision? On dit deux situations majeures pour avoir recours à ce genre de méthode. Ou bien je n'ai pas de données historiques,
les données historiques ne sont pas disponibles parce que le produit est neuf, parce que je n'ai pas prévu un stockage d'informations, parce que c'est la première fois que ce produit est a entré dans le marché d'un pays bien déterminé, etc. Deuxième situation, si j'ai des données historiques, mais ces données historiques ne sont plus fiables pour une raison ou une autre. Ça peut être parce que les circonstances socio-économiques ont beaucoup changé. Donc, les gens ne consomment plus un produit bien déterminé. Je sais pas, je n'ai pas d'exemple dans la tête maintenant, mais je peux, par exemple, bon, je sais pas si c'est un bon exemple pour cette situation, mais les télés, les gens utilisent plutôt les ordinateurs que les télévisions. Donc, si j'ai une entreprise qui produit uniquement des télévisions, elle aura des problèmes. Donc, les prévisions sont très fluctuantes, les données sont là, on dit des valeurs pour les ventes des articles annuels, mensuels ou hebdomadaires, mais ces données peuvent ne pas être fiables. Donc, les décisions stratégiques qu'on peut prendre, c'est introduire un nouveau produit, diminuer le nombre vendu, élargir les marchés, etc. Voilà, donc on peut avoir recours à des méthodes qualitatives ou subjectives de prévision si nous n'avons pas de données historiques ou nous avons des données historiques qui ne sont plus fiables, entre autres parce qu'il y avait eu des changements majeurs sur le comportement des consommations. Ces méthodes qualitatives sont principalement utilisées pour les décisions stratégiques, à la limite pour le moyen terme, mais jamais pour le court terme. Parce que le court terme indique les données que je peux même mesurer. Court terme, ça peut atteindre les quelques jours et un mois au maximum. Donc, il n'y a pas de méthode subjective à court terme. Les méthodes qualitatives sont basées sur l'expérience, le jugement et les opinions des experts. Et généralement, je dois compléter les décisions des experts, les opinions des experts par des informations complémentaires, telles que, par exemple, des informations sur le marché, sur le comportement, sur la catégorie des clients, etc. Quelles sont ces méthodes maintenant? Généralement, les experts ou les entreprises utilisent 4 méthodes. L'avis des experts, c'est clair, on recrute, on demande l'avis de gens qui ont déjà travaillé dans le produit, dans la production du même produit, elle a des produits similaires, et cette méthode n'est pas très fiable, pardon, et ça peut donner des données biaisées ou qui ne sont pas correctes. Deuxième méthode, c'est la communication directe avec le client. Et là, les entreprises ont recours à des contacts avec surtout les gestionnaires et les vendeurs dans des magasins de confection, par exemple. L'inconvénient de cette méthode, c'est que elle est trop attachée au court terme. Lorsqu'on contacte un vendeur et je lui demande est-ce que l'article est demandé par le client ou pas, il va se rappeler de la dernière période, ce qu'il a vendu ou pas cet article-là. Donc, les données ne sont pas très objectives si on contacte directement un vendeur ou un gestionnaire de magasin, dans l'exemple que je vous ai cité. Troisième exemple, c'est l'étude de marché. Et là, on peut utiliser des questionnaires, on peut utiliser les techniques de gestion de la marketing et on doit utiliser des analyses statistiques en calculant la corrélation, l'écart type, la variance, etc. pour étudier mathématiquement la fiabilité des données. Et là, la fiabilité de cette étude-là dépend de quoi?
dépend de l'échantillon que nous avons choisi pour le questionnaire, voilà, pour l'étude de marché dans le cas général, et ça dépend des techniques d'analyse statistique que nous avons adoptées. Bien évidemment, je dois bien choisir les critères, je dois bien choisir les questions, bien cibler les critères que je vais étudier. Donc, c'est un travail très technique et très difficile et qui nécessite un investissement très, très important. Un investissement humain et un investissement financier. La quatrième méthode, qui est une méthode scientifique, la plus scientifique parmi, bon, l'étude de marché sont deux méthodes scientifiques subjectives, mais qui ont une méthodologie bien déterminée à adopter, c'est la méthode appelée méthode Delphi. C'est une méthode utilisée pour la gestion de projets dans le cas général, mais en particulier, on peut l'utiliser pour le calcul de la prévision. Je me fie à la méthode Delphi, on a des étapes à suivre pour avoir une décision le plus fiable que possible. L'idée, c'est d'avoir un consensus entre plusieurs experts. Donc, on dit l'avis des experts. Je peux citer par exemple, on peut sélectionner 3 experts dans le domaine. L'idée, c'est de interroger ces experts-là individuellement. Donc, nombre des réunions individuelles avec chaque expert. L'expert va me donner une opinion en une première itération. Chaque expert va donner une opinion. Les opinions, on prend ces opinions-là, on discute et on essaie de trouver un consensus. On communique ce consensus aux autres experts et on effectue une deuxième itération. Des réunions individuelles avec chaque expert, un avis individuel de chaque expert et un consensus et ainsi de suite jusqu'à converger vers une situation acceptée par tout le monde, jusqu'à avoir pour les 3 ou 4 institutions, comme pour les 4 experts que j'ai recrutés, les 4 me proposent une solution, des solutions assez proches, communicantes. Je peux trouver un consensus entre les 4 avis. Ce processus-là prend beaucoup de temps parce que je dois réunir les experts, je dois analyser, je dois effectuer plusieurs itérations et ça prend beaucoup de temps. Entre-temps, je risque, surtout dans le domaine de la technologie, dans les entreprises qui opèrent dans qui produisent des quoi? Des produits en relation avec la technologie, ça risque d'être dépassé par des nouvelles technologies. Donc, défaut de la méthode Delphi, c'est surtout la longueur de la procédure à appliquer. Mais c'est utilisé surtout pour les grandes entreprises lorsqu'elles veulent introduire un nouveau produit. Donc, les méthodes subjectives qu'on peut utiliser pour la prévision de la demande, les opinions des experts, la communication directe avec le client, l'étude de marché et la méthode Delphi. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Parfois, on n'a pas le choix et on doit adopter l'une de ces méthodes subjectives. Je vous rappelle que subjective veut dire basé sur des opinions, sur des avis et sur des analyses subjectives. Donc, il n'y a pas de données quantitatives à utiliser. Pour les méthodes quantitatives maintenant, le rappel est terminé, je passe directement aux méthodes quantitatives. Ce sont des méthodes basées sur l'historique numérique. Donc, on dit une collecte de données historiques par période. On dit la consommation, la demande réelle mensuelle, la demande réelle hebdomadaire, trimestrielle, journalière. L'essentiel que je fais systématiquement un historique, un tableau où je mets l'historique systématiquement et périodiquement. L'objectif, c'est toujours de déterminer une valeur future basée sur des données passées. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant une série chronologique? Qui m'appelle comme c'est le fait d'avoir des données du passé. Mais pour appeler ces données du passé une série chronologique,
il faut que les périodes soient successives dans le temps. كان عندي les données janvier, février, juin, juillet, août, ce n'est pas une série chronologique parce que je n'ai pas toutes les données. Les périodes considérées ne sont pas les mêmes. Pour dire que j'ai une série, il faut avoir des périodes successives dans le temps. Vous pouvez me dire que je peux avoir les données sur 11 mois, mais pas les données du mois de mars. Il y a des techniques d'imputation, il s'appelle des techniques d'imputation pour compléter une donnée manquante. Mais ça ne vous intéresse pas. Ça vous intéresse pas dans le module, mais c'est intéressant de savoir. Attends, je peux avoir une série chronologique une série de données de 500 valeurs. On dit 500 périodes pour l'utiliser, ou il me manque 30 valeurs, par exemple. Je peux travailler sur ces 30 valeurs en prenant la moyenne des valeurs, en prenant la plus grande valeur, la plus petite. On a des techniques qui s'appellent, je vous rappelle, des techniques d'imputation des données manquantes. On peut très bien utiliser l'une des techniques pour avoir justement une série chronologique nécessaire pour l'application des méthodes quantitatives de prévision de la demande des clients. Une fois nous avons ces séries chronologiques complètes, bien déterminées et dans des périodes successives dans le temps, on choisit un modèle mathématique. Donc là, on parle plus de subjectivité, mais plutôt d'un modèle mathématique basé sur l'évolution historique des variables que nous avons utilisées. Qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant comme variabilité dans le temps? On a une série chronologique. Je m'en ai une série chronologique. Je vais vous montrer un exemple de série chronologique. Est-ce que vous voyez le fichier Excel? Oui, madame. Oui, madame. B. Donc, c'est une série chronologique. Pourquoi c'est une série chronologique? On a des périodes successives ici. On a 12 jours ou 12 mois. L'essentiel, ce sont 12 périodes successives où j'ai les données pour chaque période dans la série. Donc, ça s'appelle une série chronologique. Les prévisions que je vais calculer, ça sera la prévision de vente pour la 13e période. Donc, je vais adopter, voilà, je vais choisir une technique pour calculer combien je vais produire pour la période 13. Bien sûr, une anticipation de cette production. Je n'ai pas de commande de client ferme en se basant sur ces données historiques et sur cette série chronologique. C'est-à-dire, il y a la prévision. La question qui se pose maintenant, ce modèle que je vais adopter et comment le choisir. Lorsque je vous ai parlé de tendance, si je vais chercher une tendance, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement tracer une courbe pour voir la tendance. D'accord? Donc, il y a une tendance plus ou moins constante. Qu'est-ce que ça veut dire, une tendance plus ou moins constante? C'est autour d'une moyenne. Si je trace la courbe moyenne, je vais trouver que toutes les valeurs sont autour d'une moyenne. Je peux trouver, par exemple, une courbe croissante. On dit une tendance croissante. Il y a des techniques pour les tendances croissantes, des techniques pour les tendances décroissantes, des techniques pour les tendances saisonnalité. D'accord? Je nomme les différentes possibilités que je peux avoir. Je peux avoir une tendance. On dit une tendance comment? Croissante, décroissante, constante. Qui fait la tendance ici? Croissante. C'est une tendance croissante. Très bien. Lorsque j'ai tracé l'évolution des données, j'ai estimé que la demande croît. Même sans, par exemple, je pense que j'ai un exemple. Voilà. Ici, par exemple, je peux voir que j'ai aussi une tendance croissante parce que les nombres de paniers ici, les demandes en nombre de paniers augmentent. Maintenant, sans tracer la courbe, estimer que j'ai une tendance plus ou moins croissante, décroissante, elle constante autour d'une moyenne. On a des techniques bien déterminées.
Deuxième cas de figure, une saisonnalité. Qu'est-ce que ça veut dire une saisonnalité? C'est-à-dire, comme c'est écrit ici, une variation cyclique régulière liée à la saison. La consommation de la glace en été. C'est une consommation, c'est une variation saisonnière. Voilà des boissons, dans le cas général des boissons gazeuses, les entreprises estiment toujours qu'ils auront une augmentation de la consommation en été. C'est saisonnier, d'accord? C'est le deuxième cas de figure. Les cycles, une variation répétitive. شنو الفرق ما بين saisonnière et cyclique? ناخذ par exemple ناخذ une année, toute une année pour la consommation نعاودوا الغلاس, pour la consommation de glace. Qui on colle saisonnière, maintenant en été la consommation augmente. On dit une seule période, en 2020, j'aurai une augmentation de la consommation. Lorsque je dis cyclique, c'est-à-dire tout d'abord, je dois considérer plus qu'une période. Je dois considérer 3 années, par exemple, et pour ces 3 années, j'ai la même augmentation pendant la saison d'été. Donc, pour la consommation de glace, c'est en même temps saisonnière et en même temps cyclique parce que c'est répétitif si je reproduis un cycle similaire. Donc, lorsque je parle de cycle, je dois avoir plus qu'une période d'étude. Et je dois trouver un certain rythme, une certaine répétitivité par rapport à l'évolution de la consommation, que ce soit saisonnière, avec tendance ou autre. D'accord? Mais j'ai aussi des variations irrégulières. Et nous devons adopter des techniques, des modèles mathématiques un peu plus compliqués pour prendre en considération les irrégularités. Je ne peux pas définir si j'ai une tendance croissante, les cycles, les saisonnalités, ni rien du tout. C'est une consommation qui est très variable, qui nous dépend d'aucun facteur et dont la prévision est très difficile. Enfin, il y a des techniques mathématiques qui prennent en considération ce genre de variations. Et les variations aléatoires, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, je dois avoir ce qu'on appelle une réactivité. Je dois me préparer si je produis quelque chose qui est très aléatoire, qui a une consommation très aléatoire. Ou enfin, qui n'est pas mentionné ici, il y a les événements, aléatoires, je cherche un mot, exceptionnel. Il y a des événements exceptionnels qui n'arrivent qu'une seule fois. Par exemple, imaginez que la Tunisie va organiser Coupe du Monde en football. C'est un événement exceptionnel qui n'aura lieu qu'une seule fois toutes les 20 ou même 30 ans. Donc, c'est un événement exceptionnel. Toutes les consommations vont augmenter. Les prévisions vont être particulières à cet événement. Je crois comment ce mot? Exceptionnel. À cet événement exceptionnel. Oui. D'accord? Donc, on a tendance, saisonnalité, cyclique, irrégularité, aléatoire, exceptionnelle. Et pour chaque variation, il y a des techniques qui sont les mieux adaptées. فما حتى technique idéale. On va voir comment évaluer une technique choisie. Mais il n'y a pas, en fait, une technique idéale. Il y a une technique la mieux adaptée à une situation bien particulière et parfois on ne peut pas choisir. Parfois, on doit tester 3, 4, 5 méthodes et voir quelle est la méthode la plus adéquate en calculant des erreurs. Des formules d'erreurs, je vais vous les montrer. Cette séance et on continue pour tout le cours. On calcule une erreur par rapport à quoi? De ce que j'ai calculé en prévision et ce qui a été réalisé réellement. On a la vente prévue et le vente réelle une fois la période est passée. Je vais vous expliquer avec plus de détails tout à l'heure. Donc, juste ce qui est présenté ici, je le présente dans 4 périodes. Donc, comme une seule période représentée pour chaque variation. Et ici, vous avez plusieurs périodes présentées. Le rouge, c'est saisonnier. Le jaune, c'est la tendance.
cyclique avec le noir. Chaque année, j'ai une variation similaire, etc. Et l'erreur dont je vous ai parlé, c'est cette erreur-là. C'est la différence. C'est une variation, le rouge, c'est la variation saisonnière que j'ai estimée, que j'ai calculée par un modèle de prévision. Les points noirs, les points noirs, la réalité. Réellement, quelle était la demande client? Et j'ai un écart vertical, un écart à calculer pour calculer l'erreur. Un écart normal, la différence entre la valeur réelle et la valeur estimée. Alors, on va voir qu'il y a des équations, qu'on peut utiliser pour calculer l'erreur. Comme le jaune, c'est une tendance. Oui, c'est une tendance. C'est vrai, c'est le cas. Mais, qu'est-ce que je peux dire sur cette figure aussi? C'est tout. Voilà. Maintenant, on va détailler les différentes techniques de calcul de prévision. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté? Non? Oui? Non, D'accord. Mais maintenant, imaginez que nous avons cette série, que nous avons cette série chronologique. Voilà, imaginez que nous n'avons même pas cette série chronologique. On a dit un tableau hack. Plutôt comme ça. Voilà. Et je dois décider quelle est la quantité que je vais produire pendant la 13e période. Comment je dois procéder? La première chose, je dois remplir ce tableau, oui ou non? Comment je peux remplir ce tableau-là? Parce qu'on appelle tout simplement collecte de données. N'écho l'historique, n'écho les avis des experts, j'estime l'essentiel. L'essentiel, je dois collecter des données. Donc, au début, je n'avais pas des données ici et j'ai collecté des données pour avoir une j'ai collecté des données pour avoir quoi? Une série chronologique. Donc, la première étape pour utiliser une méthode de prévision, c'est collecter des observations. Il se met des observations, elle a des données. Donc, l'année, هذوما يا إما نسميهم vente, يا إما نسميهم observation, et ce sont des données. On les appelle aussi des données réelles. D'accord? Donc, les ventes, les collectes de données, nous sommes ou bien observation, ou bien données réelles, ou bien des ventes. D'accord? Avec Alice, pour les séries chronologiques, parfois, vous trouvez la notation V, vente. Vous pouvez trouver la notation O pour observation et vous pouvez trouver la notation R. D'accord? Dans la majorité de temps, les ventes sont notées R pour dire quoi? R pour dire des données réelles. D'accord? Vous allez voir pourquoi j'aurai besoin du mot réel, des données réelles ou des ventes. Donc, c'est la première étape, c'est la collecte de données. Deuxième étape, c'est l'analyse des données. Je peux faire quoi? Comme tout à l'heure, je n'ai pas cette valeur-là. D'accord? M'indique la valeur de la période 6. Est-ce que ça, c'est une série chronologique? Répondez, s'il vous plaît. Non. Non? Donc, je dois faire quoi? Je dois compléter cette valeur. Je dois choisir une technique pour compléter cette valeur. Par exemple, je prends la moyenne. Je peux prendre la même valeur que la période précédente. Je peux prendre la même valeur que la période suivante. Ce n'est pas arbitraire, mais
il faut choisir une technique d'imputation pour avoir une série chronologique. Donc, il y a une première situation d'analyse de données. Je peux trouver ça, par exemple, je peux trouver ça. Est-ce que c'est normal ce que j'ai trouvé ici pour la période 9? Est-ce que c'est une évolution normale? Non, madame. Non. Donc, c'est ça, une donnée aberrante. Une donnée exceptionnelle qui n'entre pas dans la série chronologique. C'est le double de la consommation normale. Donc, l'année, je dois aussi traiter cette période-là. Ou bien je ramène la valeur à une valeur comparable, ou bien je cherche le pourquoi, ou j'enlève la quantité supplémentaire parce que certainement il y avait un événement supplémentaire pour avoir cette valeur-là. Hein. D'accord? Donc, c'est une autre cas de figure pour étudier, pour analyser les données. Donc, ou bien j'ai des données manquantes, ou bien j'ai des données aberrantes qui ne sont pas cohérentes avec les autres données collectées. On dit 10 données, mais imaginez que j'ai 500, ou 600, ou 700 données. Hein. C'est juste un exemple pour pouvoir illustrer les méthodes. Et il y a ce qu'on appelle, troisième, donc on a données manquantes, données aberrantes, et il y a ce qu'on appelle l'étude de corrélation. On va voir une étude de corrélation à la fin de cette partie sur la prévision, mais la corrélation, c'est la relation ou le degré de la relation qui lie deux variables données. Donc, je vois à quoi ça sert cette donnée-là. Elle est très importante pour les analyses statistiques, pour l'évaluation des modèles mathématiques. C'est une notion mathématique, mais qui a une influence très, très, très importante sur l'évaluation de la méthode adoptée. Juste, Anne, je dois évoquer ça parce que ça fait partie de l'analyse des données. Donc, pour vous, une fois les données sont collectées, on doit vérifier si ces données-là sont complètes, c'est-à-dire je n'ai pas de données manquantes, et si ces données sont cohérentes, donc je n'ai pas de données aberrantes. D'accord? Une fois nous avons collecté et analysé les données, on peut passer à l'utilisation de modèles mathématiques ou d'équations qui représentent la prévision, dans notre cas, de la période 13. On utilise les observations réelles, les ventes réelles et on choisit un modèle mathématique pour calculer les prévisions de la période 13. Imaginez que nous avons utilisé une technique. Comment je peux décider est-ce que cette technique est bonne ou pas? Il y a ce qu'on appelle le calcul ou le mesure des erreurs. Il y a pas mal d'équations pour les erreurs. On va voir 3. Je vous cite 2 rapidement. On va les utiliser. Ce sont des équations très simples à calculer. Ou troisième, elle est un tout petit peu compliquée, mais je compliquée en fait. Il y a plusieurs variables. On va les voir un peu plus loin dans le cours. Les deux mesures d'erreur qu'on adopte généralement pour évaluer le modèle mathématique choisi, l'écart moyen absolu et l'écart quadratique moyen. Les équations sont très simples. On va les voir tout de suite. D'accord? Donc, collecter les données, analyser ces données, calculer ou choisir le modèle et puis l'évaluer. L'interprétation de l'évaluation, tant que je vois sur des exemples bien déterminés. Pour les séries chronologiques, je peux avoir un modèle avec niveau autour d'une moyenne. On dit une série appelée stationnaire. Donc, je vois une série stationnaire, c'est-à-dire toutes les valeurs sont autour d'une moyenne, qui m'a le cas ici. Lorsque nous avons tracé la tendance, nous avons trouvé que toutes les valeurs réelles ou des ventes ou des observations réelles étaient autour d'une moyenne bien déterminée. Dans ce cas, on parle de modèle avec niveau ou modèle stationnaire. Et là, les techniques les plus utilisées, je vais vous donner des exemples pour chaque technique. Des prévisions naïves, la moyenne simple, la moyenne mobile pondérée et le lissage exponentiel simple. En double, c'est tendance, mais c'est simple au double. D'accord? Deuxième famille ou deuxième catégorie, ce sont les modèles avec tendance croissante ou décroissante. Je dois toujours commencer par une analyse de tendance ou utiliser le lissage exponentiel avec tendance. On va aussi avoir des exemples sur ça. Modèle de prévision avec causalité ou de prévision causale.
Et là, on utilise les régressions linéaires et multiples. Les modèles avec cycle, on a une variation répétitive si on considère plus qu'un cycle dissoute. Là, on utilise des régressions linéaires avec variation saisonnière. On va avoir un exemple et pour chaque exemple, on va calculer l'erreur, évaluer la méthode, etc. Et pour chaque exemple de modèle, on va bien sûr avoir un cas, une application sur des données réelles. Voilà, مش plus tard برشا mais on va le voir pour cette séance les deux erreurs ici. Pour évaluer la méthode, on doit calculer des erreurs. شنو باش نشوفوا les techniques اللي كنت نقول لكم فيهم sont écrites ici les techniques. Pour cette séance, on va avoir, je vais essayer d'arriver jusqu'au les moyennes mobiles. On va voir si c'est mobile simple ou la mobile pondérée. D'accord? Et pour le reste des séances, on a 4 méthodes, on a 3 méthodes, on a une seule méthode avec des étapes. Hein. Juste lorsqu'on va arriver, je vais vous rappeler de ça. Donc, on a 4 méthodes pour les méthodes de prévision en série stationnaires autour d'une moyenne, c'est-à-dire des données assez stables. Les données avec tendance, je vais vous montrer 3 méthodes. Et pour les séries avec saisonnalité, une méthodologie à adopter, il y a plusieurs étapes. On va les faire ensemble, toujours en utilisant le fichier Excel. Mais on va commencer avec les méthodes des séries stationnaires. Les méthodes des séries stationnaires, on a prévision naïve. Je m'en ai naïve en français. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire naïve? أنتها simple, Non, tout madame. simplement. كيفاش؟ قولي. سمعتك. نعرفوش مدام معناها نايف. تعرفوش. Naïve معناها simple. معناها n'est pas très intelligent. D'accord? Pour ne pas dire autre chose. Donc, naïf, c'est pas très intelligent, c'est intuitif, si vous voulez. Et là, l'exemple qui est écrit ici, je peux choisir, par exemple, l'exemple que je vous ai donné ici, la méthode naïve peut être quoi? Considérer que la prévision de la période 13, elle est égale à la prévision de la période 12, tout simplement, sans rien faire. Naïve. Donc, on colle la 32 et c'est exactement égal à la période 12. Je peux prendre autre chose. On colle la prévision de la période 13, elle est égale à la prévision de la période 12 plus 4. Parce que j'ai remarqué qu'il y a une demande assez croissante pour cet article-là. Donc, on colle LIC 36 parce que c'est 32 plus 4, tout simplement. D'accord? Donc, ce sont des méthodes naïves qui n'ont pas de modèle mathématique compliqué à utiliser. D'accord? مدام نجم ناخذ période 9 plus 10. Pourquoi كيفاش تاخذ 9 بلس علاش معناتها تو انا كي قلت ناخذ période 12 j'ai le pourquoi parce que c'est la période la plus proche parce que les conditions n'ont pas beaucoup changé par rapport à la période précédente خاطر شكون اللي يسأل ترى ايه مدام. ايه علاش قلت 9 et 10 il faut justifier. هما naïfs, معناها ne sont pas très intelligents, ok. Emma ne sont pas très intelligents, ce sont des méthodes. Emma, il faut avoir une logique quand même, d'accord? مدام bon 12 فهمت الكات عليه par exemple خذيت. أنا قلت 4 علاش plus 4 أنا 12 plus معناها نقول هذه 12 la prévision de la période 12 plus une quantité. J'ai remarqué que parce que j'ai remarqué que entre 11 et 12, on dit une augmentation de 6. Et on a augmentation, je prends pas le maximum d'augmentation, je prends une augmentation quand même. D'accord? Dans cet exemple-là, hein, mais dans le cas général, même naïf, c'est-à-dire je décide de produire. نجم نكون قلت أنا لهنا نحط plus 4 خاطر عندي un stock de matières premières, par exemple. D'accord? Et ce que j'ai répondu, voilà, je fais exemplaire. D'accord, madame. D'accord. أما كي تقول لي 9 et 10, نجم تقول لي c'est un 9 ولا 10
ولا زوز خاطر les deux ما عادش naïf راه ايه زوز مادام انا خدت عملت كيفك معناها خديت زوز وحسبتهم. انا ما خديتش زوز راني لهنا انا قلت كي قلت الكات قلت je peux supposer que la prévision de la période 13 est égale à la prévision de la période 12 plus une quantité. J'ai remarqué que la consommation augmente. Donc, مش plus la période 4. Plus 4. فهمتها؟ فهمتني ايه؟ اي انت مادام قلت فهمت. لي 9 et 10, c'est pas la même chose. D'accord? داكوغ مادام. Oui. Donc, les méthodes naïves peut être par exemple considérer que la prévision d'une période bien déterminée est égale à la valeur de la période précédente. Dans cet exemple-là, oui, c'est le même exemple. Je considère que la prévision de la période 13, c'est exactement la prévision de la période 12. Soit elle là, j'ajoute une quantité, une consommation réelle du mois de juin. Un autre exemple, là, une consommation réelle du mois de juin égale à 150. Je décide pour une raison ou une autre de considérer que la consommation du mois de juillet elle est égale à la consommation réelle du mois de juin qui est égale à 150, à 200, plus une valeur de 50 que j'ai choisie par rapport au stockage, par rapport à l'évolution considérée ou autre. Et je peux continuer pour les autres mois. C'est le mois de juin. Pour la période 14, donc, par exemple, égale à la vente réelle de la période 12, je vais prendre mon exemple, plus 4. Kif kif. Pour la période 14, c'est la vente réelle. Est-ce que c'est une vente réelle 36? Est-ce que c'est une نو vente مادام. réelle? C'est une? Tout simplement. Une? Prévision. Une prévision, tout simplement, Sahid. C'est une prévision. Donc, j'ai calculé la prévision de la période 13, j'ai trouvé 36. La période 13, j'ai la période 13 et j'ai trouvé que la vente réelle, elle est égale à 35, par exemple. D'accord? Réel, hein, c'est mesuré. J'ai vendu réellement 35. Si je vais adopter la même méthode naïve pour la période 14, la prévision de la période 14 sera égale à combien? Qui peut 35 répondre? plus 4. Très bien, c'est pas 36 plus 4, hein? Ce sera 35 plus 4. Maintenant, je prends la valeur réelle de la consommation de l'année précédente, de la journée précédente, et j'ajoute la quantité que j'ai décidée par rapport à la période naïve. Très bien. D'accord? C'est pour la méthode naïve. Donc, on dit la possibilité de prendre exactement la valeur de la période précédente, d'augmenter un peu la valeur, de diminuer un peu la valeur, mais ça doit toujours être justifié. Enfin, moi, je arbitrairement. Je dois avoir quand même une certaine logique, même si c'est naïf. D'accord? La deuxième méthode pour les séries HNES, c'est une série stationnaire. Hein? Je vous rappelle que nous avons commencé avec les séries stationnaires. La méthode des moyennes, ce n'est juste une définition de stationnaire, c'est autour d'une moyenne. Nous avons déjà dit ça. Hein? Juste pour illustrer, comme le cours. Évolution autour d'une moyenne bien déterminée. مش لازم تكون une moyenne exactement horizontale. مش تكون avec une tendance croissante ou la décroissante. Hein. C'est pas aussi exact. La moyenne, tout simplement. Qui fait la moyenne? Je n'ai la moyenne. C'est la somme des observations réelles divisées par le nombre d'observations. Par le nombre d'observations. Ben, là, كيفاش نحسب la valeur ou la vente réelle de la prévision de la période 13 en utilisant la moyenne simple. Je connais quoi l'être? Somme تاع les ventes madame sur 12. Très bien, tout simplement, c'est égal
à la somme et vente. Voilà, divisé par 12, j'ai 12 périodes. Voilà, d'accord? Tout simplement. Donc, la moyenne simple, comme le même exemple, c'est de calculer la somme des valeurs réelles de la série chronologique considérée divisée par 12 et nous avons bien trouvé la même valeur, bien évidemment, 33,58. D'accord? La deuxième méthode, c'est la moyenne mobile. Je connais pas les chemins la moyenne mobile. Je vais comme la définition. Essayez de me dire qu'est-ce que ça veut dire une moyenne mobile. Alors, C'est la somme des valeurs réelles. de toutes les valeurs réelles, Euh, donc c'est écrit ici, on considère uniquement les valeurs les plus récentes. Lorsqu'on a, je reviens vers le fichier Excel, la moyenne simple, Shamana, a toutes les valeurs. Donc, les valeurs les plus récentes et les valeurs les plus anciennes. Imaginez que vous avez 100 valeurs. Hein, moi, je dis. Les valeurs les plus récentes. On les deux premières valeurs les plus récentes. Je vais deux pour le moment. Donc, 13 sera égal à quoi? Quelle moyenne? Une moyenne مدام. نتاع قداش عاود لي؟ تاع 12 وال11 les jours تاع Très 12 bien, وال11 égal à ça, plus ça, divisé par 12 heures. par 2 Par 2, on dit deux valeurs. Voilà. Donc, j'ai calculé la moyenne à base de Tetsama. On choisit une base ici. Donc, la méthode consiste à considérer uniquement les observations les plus récentes. Et on dit juste la somme à partir de donc, ce que vous avez proposé, je pense, la prévision, les ventes réelles, R11 plus R12 divisé par 2. D'accord? إذا كان باش ناخذ كاتا égal تاع 9 وال10 وال11 وال12 مدام. نبداو ديما ابداو من الاخر باش ما تغلطوش. Donc ça sera 12 mais c'est correct ce que tu as dit. Plus 11 plus 10 plus plus 9 9 et on divise ça par 4 4. هذايا لا مش هذوما عاد شوينين. تعملهاش انت هاي ناخذوا الغيال. ايوا ناخذوا الغيال bien sûr. Voilà. خديت plus مش somme juste pour expliquer hein. Mais انتم خذوا la somme bien sûr. Voilà. Donc, c'est la valeur moyenne. C'est la prévision de la période 13 en utilisant une moyenne mobile de base 4. On considère une base. D'accord? Les prévisions se déplacent en reflétant uniquement les valeurs les plus récentes. Je vais vous expliquer cette phrase tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais... comment on choisit la base maintenant? Une moyenne mobile de 34,5 ou une moyenne mobile à base de 4 ou 36,75. Quand même, non? moyenne Oui? mobile de 2 خير de base 2. Pourquoi? كيفاش عرفت؟ En fait, on peut pas. Oui, قال لي علاش. انت علاش قلت 2 peut-être c'est de 2 انا je sais pas حتى لتوا علاش قلت 2 خاطر خدينا نمبر انا خدينا جيست ال 11 و 12 2 كا ما خديناش 4 اي وعلاش خير pourquoi c'est mieux هو راه فما une logique انا je sais الفالور ما تبعتش برشا على اللي لقيناه. très bien اذا كان je cherche à rester
si je suis dans les mêmes conditions et rien n'a changé, et je cherche une réactivité par rapport à ce qui s'est passé pour les périodes passées. عندي les mêmes conditions et il n'y a pas beaucoup de variations par rapport aux conditions externes, donc je cherche à être réactif par rapport au changement. نختار un nombre يتسمى n هو لهنا نختار un nombre ولا une taille de la base, une dimension de la base réduit. نختار un nombre de périodes réduit pour calculer la moyenne si je cherche une réactivité. D'accord? Ça c'est correct. Le 4 maintenant. وقتاش c'est intéressant le 4 وإلا حتى أكثر. يا إما le 4 pardon. يا إما le 4 يا إما toute la moyenne معناتها. وين الإكسل؟ يا إما toute la moyenne. Donc هنا كي خديت la moyenne sur toutes les périodes, j'ai trouvé 33,5. 33,6. وقت خديت la moyenne 4 لقيت 36,75. B. إذا كان lorsque je choisis un nombre réduit de périodes, je cherche la réactivité. Si je choisis un grand nombre de périodes, je cherche ce qu'on appelle la stabilité. Comment choisir la base? On était en train de répondre à cette question-là. Donc, on doit décider, est-ce que nous cherchons une réactivité, comme votre camarade a dit? Dans ce cas, on cherche à s'ajuster rapidement à un changement et on cherche à rester collé aux périodes les plus récentes pour justement respecter les conditions. Donc, on choisit un petit nombre de périodes, donc une base à moyenne mobile réduite pour être réactif. Si je cherche une stabilité, c'est-à-dire quoi une stabilité? C'est-à-dire diminuer les fluctuations. Pour diminuer les fluctuations, je dois choisir une production entre toutes les valeurs. Donc, je dois prendre une moyenne d'un plus grand nombre de périodes et là, je prends une base importante. Donc, vous avez un exemple illustratif. Si je prends, dans les deux cas, on dit une moyenne, je vais étudier la période, cette période-là où j'ai un pic. L'année, est-ce que j'ai choisi la stabilité? Est-ce que j'ai choisi la stabilité ou la réactivité ici? Le premier cas. Le premier cas, est-ce que j'ai choisi la stabilité ou la réactivité? Regardez, le vert, c'est la demande de réel. C'est un pic et la prévision, elle est ici. Est-ce que je suis réactif? Non, madame. Non. Donc, c'est la stabilité. Nous avons choisi une moyenne sur un grand nombre de périodes. Ici, par contre, nous avons choisi une moyenne sur les périodes les plus proches. Lorsqu'on a calculé, lorsqu'on a calculé les prévisions ici, toutes les périodes. Les 4 dernières périodes uniquement. Et pour cela, on dit un erreur égale à 0. Donc, si je cherche une réactivité ou un nombre réduit de périodes, si je cherche une stabilité, j'augmente le nombre de périodes pour calculer la moyenne mobile. Donc, ici, إذا كان أنا je cherche هنا 2 4 ماهيش بعيدة على بعضها برشا mais si j'ai à choisir entre par exemple 3 et 20 si je cherche une réactivité je calcule une moyenne mobile à base 2 si je cherche une stabilité j'augmente la taille de la base j'augmente le nombre de périodes sur lesquelles je calcule ma moyenne mobile et je considère par exemple 20 ou 30 d'accord? Mais généralement, lorsqu'on calcule, oui, une question? مدام Oui. بلي ما عرفتش وقتاش معناتها نستعمل الموين سامبل ونحسب الموين سامبل والموين موبيل. Je vais te répondre tout de suite. Je vais te répondre tout de suite, Hussein. D'accord? Pour calculer une prévision, on peut utiliser plusieurs méthodes. Les deux méthodes, mais les deux méthodes simples et mobiles, on les utilise lorsque nous avons une série stationnaire.
D'accord? Maintenant, comment choisir entre les méthodes? Même أكثر يا أسامة تنجم تقول لي comment choisir entre mobile et entre mobile d'ordre 2 et mobile d'ordre 4 parce que dans les deux cas je suis stable. خاطر la 2 et la 4 périodes ne sont pas loin. Dans ce cas, on calcule les erreurs. ذكروا لهنا قلت لكم عندنا des erreurs. وين قلت عليهم des erreurs هنا ici ou un peu plus loin, on a des erreurs à calculer. Les erreurs entre quoi et quoi en fait? Entre une valeur réelle et une valeur estimée. Pour cela, comment on va procéder? Donc, c'est clair par rapport à la stabilité et la réactivité, je suppose. Et là, on va justifier le choix de la base et par analogie justifier le choix entre moyenne mobile et moyenne simple au SEMA par un calcul d'erreur. Et pour cela, je vais utiliser toujours le fichier Excel. Lorsqu'on va calculer lorsqu'on va calculer une moyenne pour la période 13, juste pour la période 13. Si on va calculer des erreurs, des erreurs, l'erreur quadratique, par exemple, l'erreur quadratique moyenne كيفاش نحسبها l'erreur هذه قلنا c'est entre une valeur estimée et une valeur réelle. Donc, je vais supposer que j'ai déjà estimé ces valeurs réelles-là par la même technique de calcul. C'est-à-dire, je vais supposer que j'ai calculé les prévisions de la période 12, 11, 10, etc. par la méthode de moyenne mobile d'ordre 2. Donc, l'estimation de la période 12 par la moyenne mobile d'ordre 2 égale à combien? Qui peut me répondre? L'estimation de la période 12 par la moyenne mobile d'ordre 2 égale à combien? Par la même logique. Les deux périodes précédentes et je calcule la moyenne. Donc, ça sera égal à quoi? 37 plus 32, madame. Atini belle période. Là où je fais l'estimation de la période 12. Donc, je nomme les périodes que je vais considérer. 10 ou 11, madame. Là où j'ai 12. 11 ou 10, voilà. D'accord. Donc, 10 plus 11 sur 2. Voilà. Donc, si j'ai utilisé la moyenne mobile d'ordre 2, j'aurais trouvé 38,5 comme prévision de la période 12, ou réellement, j'ai vendu 32. Donc, c'est mauvais, mais je ne vais pas juger quand même. Kiff pour les périodes 11, 10, 9, et pourquoi? Est-ce que نجم نبدأ من période 1 pour calculer la moyenne mobile d'ordre 2? Non, madame, كم تروى Non? نبدأ. Non, madame. Très bien. Allez, je n'ai pas de période antécédente. Donc, maintenant, je me نبدأ كان في période 3. Donc, ici, ça sera la prévision de la première période plus la prévision de la deuxième période divisée par 2 et on fait de même pour le reste des périodes. D'accord? Donc, les prévisions de la période, de toutes les périodes en utilisant une moyenne mobile d'ordre 2. Je vous rappelle que notre objectif est de calculer une erreur. Je vais faire la même chose, je vais calculer les prévisions de des différentes périodes en utilisant une moyenne mobile d'ordre 4. Je ne peux commencer qu'à partir de la période quelle période? 5. Donc, égal, je prends les 4 périodes. مش سامو كان خدينا la moyenne خير. نجمو تكتبوا moyenne. Je vais profiter pour vous montrer quelques fonctions de Excel. Donc, moyenne des 4 périodes. Et je fais la même chose pour le reste des périodes. D'accord? Ok, demain. Des calculs de prévision et on va calculer les erreurs. Comment je vais calculer les erreurs? Je vous rappelle, les valeurs pour la moyenne mobile d'ordre 2. Et ça, ce sont les valeurs pour la moyenne mobile
d'ordre 4 et je vais calculer les erreurs pour chaque méthode. نبداو بالmoyenne mobile d'ordre 2. Je nomme les erreurs que je peux calculer. Je peux calculer un écart simple. D'ailleurs, je peux l'appeler un écart. Je معناتها écart. Qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire écart? Tout simplement. Madame, la variation entre le Entre. réel et la prévision. Très bien. C'est réel moins prévision. Tout simplement. C'est égal à la valeur réelle. Dans quelle période? Bien sûr, de la période 3 moins la valeur calculée par la technique de prévision choisie de la même période et on fait la même chose pour toutes les périodes, y compris sans considérer le 13, hein, sans considérer le 13. On cherche une erreur. Et bien sûr, je peux trouver des valeurs négatives, hein, rien n'empêche. D'accord? Je peux trouver des valeurs négatives. وقتاش نلقى des valeurs négatives lorsque la prévision dépasse les ventes réelles et c'est normal. Bad, on va calculer la valeur absolue de chaque erreur calculée. Je n'ai pas la valeur absolue sur le calcul tout simplement. Et j'aurai besoin aussi de carré de chaque erreur, du carré de chaque erreur. Tout simplement, on va calculer le carré de chaque erreur. Les équations, donc on va calculer l'écart moyen absolu et l'écart moyen, l'écart quadratique moyen. Inch'Allah, les équations. Je pense que l'équation, c'est la somme de toutes les valeurs absolues. هنا ما تركزوش برشا على les équations, mais ركزوا على la logique. Donc, je suis en train de calculer une erreur qui s'appelle EMA, l'erreur moyenne absolue, qui est égale à la somme des valeurs absolues divisée par le nombre de valeurs. اللي هو قداش؟ Dans ce cas, elle est à 10. احنا خدينا à partir de la troisième, hein, égale à 10. لقيتها égale à 3,3. L'erreur quadratique moyenne, plus quadratique, donc c'est au carré. Je pense que c'est la somme des carrés des erreurs, kif, divisé par 10, et j'ai trouvé 13,9. Je ne peux pas, l'intuition me dit quoi? L'erreur heavy, باش نلقاها 3, باش ناخذ l'erreur heavy باش نلقاها 13. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à présent, je ne peux rien interpréter. L'objectif, le calcul des erreurs, c'est de comparer deux méthodes en fait. D'accord? شنو باش نعملوا تو؟ باش ناخذوا les mêmes calculs وباش نخدموهم مع الكات هكا صحاح les valeurs, hein? Donc عندنا la même chose, on va la faire pour la moyenne mobile d'ordre 4. Donc, je vais نعمل هنا يقولوا égal quoi? Je نحسب l'erreur. Donc, c'est la valeur réelle moins la valeur estimée. Donc, 34 moins 29,5. égal, oui, نحط هذا في 5 égal 34 معناها heavy moins quoi? 29,5. Moins la valeur calculée ici. Et on fait la même chose pour les autres périodes. بعد نحسب la valeur absolue. En bas, je calcule le carré. Je calcule le carré de l'erreur pour toutes les valeurs. En bas, kif, je vais calculer l'erreur moyenne absolue et l'erreur quadratique moyenne. Donc, je vais trouver ici la somme de quoi? Les valeurs absolues divisées par combien? Je connais pas. Par 8, madame. Par 8, très bien. Ou là, la somme des erreurs. Yes. La somme des erreurs, kif, divisée par 8. 8.
أيوة لهنا vous pouvez me dire أنا هي la meilleure méthode entre l'erreur quadratique, entre la moyenne mobile d'ordre 2 et la moyenne mobile d'ordre 4. Madame, madame. d'ordre 2 est meilleur par rapport à d'ordre 4. Pourquoi شكون اللي قاعد خاطر يحكي أنا باش مدام نشوفك جيرو إيه اللي هذا لا اقل مدام من deux. الأردن. على خاطر الايرور اقل مدام في خاطر les deux erreurs en fait les deux erreurs sont inférieures. Donc, que ce soit l'erreur absolue ou l'erreur quadratique, et zouz, dans le cas de la moyenne mobile d'ordre 2, huma aqal. Donc, إذا كان j'ai à choisir, je vais choisir la moyenne mobile d'ordre 2. Imaginez maintenant, la جاتنا مدام واحد كيفاش؟ بلاي كان في ليرور بار اكزومبل جينا معناتها في الاوردر 2 نتاع Exactement, Oussema. معناها ليرور تجيك l'erreur absolue في l'ordre 2 أكبر من l'ordre 4 ou l'erreur quadratique à l'inverse. هكيك هاي بالضبط. Oui, هنا on doit décider ou bien par rapport à d'autres critères, نشوف d'autres critères d'analyse والا اذا كان عندي 2 وال4 ما عطاونيش un résultat نجرب 3 نجرب 5 نجرب moyenne simple نجرب autre chose والا انا نعرف ان الكوادراتيك elle est plus précise donc je choisis par rapport à la quadratique. Donc لهنا ثم une autre décision à prendre. هذاك c'était c'est une très bonne question صح وسام. C'était ma remarque لهنا c'est par hasard dans l'exemple où nous avons eu dans les deux cas, que ce soit l'erreur absolue ou l'erreur quadratique, nous avons eu dans les deux cas une meilleure situation pour la moyenne d'ordre 2. Mais dans le cas général, ce n'est pas le cas. Dans le cas général, je peux être dans une situation moins confortable, si vous voulez. Et pour répondre à Oussema, je vais choisir entre la moyenne simple ou la moyenne d'ordre 2. Je n'ai pas Oussema, جاوبني توا. Je تختار ما بين السامبل والدو. اختاروا سامبل مدام. ما نعرفوش ديما on doit calculer l'erreur يا الاولاد s'il vous plaît. Donc شنعمل puisque c'est une moyenne باش ناخذ la même valeur pour toutes les périodes هكا ولا اها طيب ناخذ égal moyenne خاطر خذيها c'est ça ok نفسها et je vais coller uniquement la valeur. Voilà, oui. Voilà. Donc, je vais considérer que l'estimation de toutes les périodes, il y a la moyenne de ces périodes-là. كيفاش نحسب l'erreur؟ كيف قولوا لي عاد كيفاش نحسبوا l'erreur؟ ناخذ الموين ناخذوا الموين ونقسموه على l'erreur جوج. ساعة لا عاد قبل نحسبوا l'erreur قبل. شنو هي l'erreur؟ La valeur réelle moins la valeur estimée. هكا ولا ديما سي لا ميم شوز يعيشكم ركزوا لي عادي ركزينا. كيفاش حسبنا احنا لي زيرور؟ بدينا من الاول حسبنا ليغور سامبل ومن بعد حسبنا لا فالور ابسولو. شفتوا ليغور قداش كبيره؟ نجمو نعملوا كوبي. دونك هنا ليغور سامبل ومن بعد نحسب فالور ابسولو. تري بيان. من بعد لا l'écart le carré. Très bien. نحسبوا le carré. Donc ça fois ça. Voilà. Pour toutes les valeurs, bien sûr. Hein? بعد شنو بعد شنو نعملوا؟ نحسبوا l'écart تاع multiple. نحسبوا les plutôt مش les cartes عادة. نحسبوا les erreurs. les erreurs. On calcule les erreurs. Oui. نحسبوهم les erreurs هذوما. كيفاش باش نحسبوهم؟ somme تاع la valeur absolue sur 12. Voilà, égale la somme. C'est une moyenne en fait. Des valeurs sur 12, très bien, صحيتك.
Et ici, la somme des carrés des erreurs. L'erreur, elle est deux fois plus importante que la moyenne mobile d'ordre cal, divisée par 12. Alors, Oussema, quelle est la meilleure méthode? L'ordre 2 برك. L'ordre 2. Donc, si je n'ai la moyenne simple et la moyenne mobile d'ordre 2, on va choisir la moyenne mobile d'ordre 2 parce que tu as une erreur moins grande, moins importante. D'accord? D'accord. Oui. Donc, juste, les qu'on a comme qui fait محطوط في présentation et on clôture la séance. Donc, là, comment choisir la base? La question était, juste je me rappelle où nous sommes, حسبنا la moyenne, on peut utiliser la moyenne mobile. Comment on détermine la base? On détermine l'ordre de grandeur du nombre de bases, de nombre de périodes à considérer dans la base. On choisit entre stabilité et réactivité. Si on augmente les périodes, on vise une stabilité. Si on diminue le nombre de périodes considérées, on vise une réactivité. Et là, vous avez deux figures illustratives de ce que j'étais en train de dire. Comment décider la base en calculant des erreurs, en considérant des équations d'erreurs bien déterminées. Donc, là, ce sont les calculs que je vous ai montrés dans le fichier Excel pour l'ordre 2 et pour l'ordre 4. On peut même tracer des courbes. Hein. On peut tracer des courbes. Le réel, c'est en noir. Le rouge, c'est l'estimation d'ordre 4 ou le jaune ou le vert, à la couleur, c'est l'estimation d'ordre 2. Et si on veut avoir une interprétation visuelle, dans une entreprise, un très grand nombre de valeurs ou une base évolutive. À la période 13, je dois l'historique pour la période 14. Qui dit la période 15, ce sera l'historique qui va dire la valeur réelle de la période 14, de la période 14, je dois l'historique de la période 13. Donc, je peux avoir une visualisation de la courbe d'évolution. Donc, je peux juger de la méthode utilisée visuellement. Avec Alèche, on pourra avoir besoin, dans la majorité des cas d'ailleurs, on a une représentation graphique des différents résultats. D'accord? Et pour l'erreur, je vais vous envoyer le fichier Excel pour évaluer les erreurs. La méthode suivante, à partir de, on va la voir la prochaine fois, c'est la méthode par moyenne pondérée. Donc, je vois qu'est-ce que ça veut dire une moyenne pondérée et comment choisir entre les moyennes pondérées. On va considérer la même base. Hein. La même base heavy. Ou la moyenne simple, on va calculer la moyenne pondérée. On va voir que pour la moyenne pondérée, on doit définir ce qu'on appelle des coefficients. Donc, pour la prochaine séance, à partir de la moyenne pondérée, comme le lissage simple, on passe vers les séries avec tendance. D'accord? D'accord. Normalement, la prochaine fois, Inch'Allah, ça sera une séance en présentiel. Donc, on va essayer d'avancer. Donc, ce que nous allons faire pour gagner du temps à Ishkan, on va faire comme le fichier, les différentes méthodes qu'on va voir la prochaine séance. Comme avec un mouche corrigé, hein. Comme le fichier vierge de ces données. Donc, c'est à vous de refaire, c'est un exercice que vous allez faire au fil à la moyenne pondérée. Donc, la prochaine fois, avec vos PC ou je vous montre comment on fait ou l'exercice ensemble, que ce soit pour la moyenne pondérée ou elle pour l'exponentielle par la suite. D'accord? Oui. D'accord, D'accord. Donc, madame. ما تنساوش عايشكم تجيبوا les PC نتاعكم la prochaine fois. D'accord? D'accord. ما تنساوش D'accord. تكتبوا اساميكم في الفيشي عايشكم دو بريزونس يعطيكم الصحة. مدام بالله تنجم تجديني على الكلاس روم؟ ماكش موجود انت داكوغ؟ لا. ليه؟ جوست تحط لي الميل نتاعك توا في الشات يفضلك. داكور مدام. حتى الليست نتاع البريزونس ما خلطتليش هذيك.